bonjour pour cette première vidéo consacrée à la lecture d'une autofiction. Donc c'est parti. Xavier Bruno Ruiz, En attendant jusqu'à l'arrêt du bus. Livre 1, Xavier ou le journal d'une société qui s'effondre. Livre 2, Je t'aime papa. Livre 3, Remplissage ou En attendant le terminus. Livre 1. Xavier ou le journal d'une société qui s'effondre. Si on voit la vie comme un trajet de bus, alors on ne sait pas quel sera le passager qui montera sur le siège à côté. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Forrest Gump. Bonjour, je m'appelle Xavier. Chaque matin, je prends le bus à 7h18, sauf s'il est en retard. Il est tout le temps en retard. Néanmoins, j'arrive 5 minutes en avance à l'arrêt. Je dis bonjour aux copains et ils me demandent comment ça va. Et je réponds bien, comme d'habitude. Et ça va leur faire plaisir. Et ils se taisent, me laissent tranquille avec mes problèmes. Chapitre 1. Et un jour, je monte dans le bus, voyant une de mes copines avec 2 cocards. Je vais la voir, lui dis bonjour, lui fais encore plus mal qu'elle n'a, avec le coutumier ça va. Or je n'entends pas le bien normé. Normal, son père a fait ça. Il est un de ces immondes tocards qui, revenant de leur virée au bar, énervés, martyrisent leurs filles, nourrissant leurs viles appétents sur celles-ci, avec jouissance les renversant comme des quilles. Enfin, elle ne préfère pas en parler. Elle pense que cela pourrait recommencer. L'arrêt arrive. C'est déjà l'heure d'aller au lycée, quand une femme se fait encore frapper. Seulement, cette fois, j'y vais. Rien n'y fait. Il continue à frapper. Elle ne veut plus l'aimer. Les flics arrivent. 10 minutes après que je les ai appelés. Une journée de galère commence. 8 heures de cours. Puis on se casse. Je reprends le bus. Et la copine un cocard de plus, par son copain ivrogne déjà. Dégoûté, je rentre chez moi. J'entends une fois de trop. Salut Doc, je me suis fait frapper par mon copain. Chapitre 2. Et un jour, Idiotie monte dans le bus. C'est un grand baraquet qui bave ses billevesées, puis bénit, lui, oui, les beaux blancs bien faits. Quel con. Je monte par l'avant, c'est un arabe qui dit « Je vais lui niquer la gueule à ce sale... » Blanc typographique. C'est un chinois qui dit à côté « Imbécile, enfin comme tous les arabes. » Amalgame. Je descends de ce bus direction Limousin où j'ai rendez-vous avec l'histoire et les fours crématoires. Des millions d'hommes étoilés, d'enfants à la recherche de leurs parents, sont guidés vers leur camp de vacances, leur dernier camp de vacances. La furie d'un homme, complétée par l'idiotie de millions d'autres inhumains, fait rejouer le déluge. Ce qui tombait du ciel ne noyait pas, mais faisait suffoquer. Et le cafard s'installe en moi. Après, un pote me raconte son cours de sciences économiques. Un devoir qui a pour sujet « Faut-il virer les étrangers ?» Une prof débile qui monte ses élèves à la haine en leur faisant croire qu'en soi tout le monde a du Le Pen. Enfin, la dernière sonnerie. Je peux rentrer chez moi. Sur le chemin, je revois ce blanc, ressortant ses arguments typants. Moi, sortant ma main de ma poche, je vois ma main dans la gueule de ce type. Après, rentrant à la maison, je regarde la télévision et je vois Le Pen affirmer que notre sélection nationale n'est pas française, enfin s'il veut. En Autriche, le même nationalisme élu. J'en ai marre. Je monte me coucher. J'entends une fois de trop. Salut Doc. Alors moi, j'ai voté Le Pen.
Chapitre 3. Et un jour, aussi motivé que les autres jours par mon avenir qui est assis devant moi, je monte dans le bus. Deux personnages aussi pittoresques l'un que l'autre, un riche socialiste, un pauvre capitaliste. Je vois le socialiste aller voir le conducteur pour dire que le socialiste n'est pas en règle. Le socialiste aime que tout le monde soit dans le sens de la loi, si bien que 2 minutes plus tard, un contrôleur arrive et fait respecter le bon sens de la loi. Le bon sens. Si ce clochard fraudait, c'était à cause de capitalisme, exploitant en serre. Ceux qui veulent le respect de la loi, de la fraude, de l'injustice, sont les rois. Un seul mot, le profit, il suffit pour sacrifier quelques vies. Pour le malheur de milliers de personnes, pour que capitalisme garde son trône, au peuple on lui donne un petit chômage, évitant que leur déshonneur attise leur rage. On les fait saliver grâce à une grille de loto. Combien, avec le gros lot, sont pris en photo? Un petit nombre, pour que les autres s'habituent à la pauvreté jusqu'à arriver dans la rue. Mais celui qui fera de la prison sera celui qui n'aura rien comme pognon. Et je descends à l'arrêt avec le socialiste qui lui a pu finir son trajet. Encore une journée de galère au lycée où les seuls rêves sont de devenir boursier exploitant. Pardon, je veux dire PDG. Dernière sonnerie, je monte dans le bus. Arrivé chez moi, je mange et j'entends une fois de trop. Salut Doc, je suis PDG et je ne suis pas d'accord avec les réformes sociales. Chapitre 4. Et un jour, je monte dans le bus pour changer. Le clochard y est. Cette fois, peut-être va-t-il pouvoir faire son trajet. Le capitaliste n'est pas monté. Non, je fais connaissance. Il m'offre le café, bien qu'il n'ait presque rien. Je décide de payer l'addition, mais il s'y oppose. J'y vais et j'entends au lycée un gars dire « S'ils sont clochards, c'est qu'ils l'ont cherché. » Fils de Bourges, c'est ton père, et si ce n'est ton père, c'est donc son frère qui l'a viré, ce clochard. Ensuite, en histoire, on apprend qu'en 2010, les emplois seront nombreux. Seulement pour un capitaliste, une machine, cela va coûter moins cher. On s'en va, fini cette journée. Plus tard, je retrouve le capitaliste dans le bus, et le clochard à côté n'osant monter. J'invite Claude le clochard. Bizarre la façon dont peuvent être changés les noms de famille à monter. Lui paye son trajet et je dis au capitaliste « Maintenant tu vas la fermer ?» Déposé à mon terminus, je dis au revoir à Claude. J'allume la radio une fois arrivé chez moi et j'entends une fois de trop. « Salut Doc, je suis SDF et je ne sais pas où dormir cette nuit. » Chapitre 5. Et un jour je monte dans le bus, Claude n'est pas là. Je vais à Limousin. Sur la route va un mendiant, un homme costard-cravate avec sa valisette. Je continue ma route et je vois Claude inactivé, mourant et 50 passants. Je m'arrête. Trop tard. Vendredi, jour du Seigneur, du chaud poisson. Vendredi, jour de malheur, du froid poison. Claude est mort. Drôle de sort. Arrivant à Limousin, j'entends encore le même fils de Bourges, mais je n'ai pas le courage de lui mettre un pain. 8 heures de calvaire, pour rentrer enfin chez moi et entendre dire une fois de trop « Salut Doc, j'ai un pote qui est ce soir
est mort dans la rue. Chapitre 6. Et un jour, je monte dans le bus aux côtés du capitaliste. Je le traite de meurtrier, mais il ne comprend pas car il n'a pas voulu voir Claude crever. Me prend pour un fou quand je commence à le frapper. Mais ils n'ont pas tort. Mais comment voulez-vous résister à faire saigner ceux qui ont des fondations de crimes organisés? Les keufs m'arrêtent sans nulle forme de procès. Dans ma cellule, je m'imagine entendre une fois de trop. « Salut Doc, j'ai été victime d'une arrestation arbitraire. » Chapitre 7. Et un jour, je ne monte pas dans le bus car l'État m'offre des vacances. Je goûte au plaisir du pénitencier, aux joies de dormir au frais, mais pas de capitaliste pour me tenir compagnie. À droite, un grand criminel, il a volé une mob. À gauche, un vrai gangster, il a volé un morceau de pain. J'en ai marre et décide d'en disposer. Je le dis au geôlier. Cela le fait rire. Il rirait moins s'il était de l'autre côté. Les parents arrivent enfin avec la caution morale et un tas de remontrances. Je me fais ensuite virer du lycée pour mauvaise conduite, pour avoir fait ce que tout le monde devrait faire, mais un peu plus finement que moi. Bref, ils veulent tous que je prenne des vacances. Ils ne savent pas à quoi je pense. Seules des lois ont de l'importance. Bien sûr, 3 jours de calvaire sans jamais pouvoir m'expliquer. Quand tu veux être entendu, jamais personne pour t'écouter. Et la radio reste éteinte pour ne rien entendre. Chapitre 8. 3 jours après, je monte dans le bus avec 1000 questions sur le dos. Je préfère être malade que d'expliquer mes amitiés avec un clochard. Je réalise enfin ma connerie, l'orgueil. Je prends tout le monde de haut, mais la réalité, c'est que je ne suis pas mieux que tout le monde. Un monde dissimulé derrière un masque, un monde affligeant par sa stupidité, certainement pas le meilleur des mondes possibles, c'est l'enfer avant même de le connaître. L'esprit empli de ses pensées, comment peut-on passer une bonne journée? Une journée de déprime, le spleen t'envahit, tu deviens le Baudelaire des temps modernes, en ne sachant où aller et comment y parvenir. La journée est passée, rentré chez moi, j'allume la radio et j'entends une fois de trop. Salut Doc, j'ai un gros coup de cafard. Chapitre 9. Et un jour, je monte dans le bus, 2 hommes se battent. On les sépare. On leur demande pourquoi ils se battaient. Ils ne savent plus ou ils ne savaient pas. Terminus, tout le monde descend. Sauf 2 qui recommencent. Ont-ils retrouvé les raisons? J'arrive dans la cour. C'est une baston matinale avec foule de spectateurs prêts à en prendre les paris. Ça doit être le lycée qui organise cela. Cela fait 5 minutes déjà. Personne ne se lasse. D'autres même les remplacent. Ils doivent faire sport. Tout ce monde, il s'est chauffé. Les vaillants gladiateurs se donnent rendez-vous à 10 heures. Comme pour la première, des dizaines de tocards. La peine de mort a dû oublier un condamné et 1000 sadismes. Bande de crétins, 1000 sadismes. Et la journée se poursuit au rythme d'une baston par heure. Chez moi, je me sens enfin sauvé quand à la radio j'entends une fois de trop. Salut Doc, j'ai cassé la gueule d'un copain, mais du mémorable. Chapitre 10. Et un jour, je monte dans le bus. Bizarre, rien d'intéressant.
Est-on devenu intelligent dans ce bus? Les cours commencent. Bordel monstre dans la salle. Le prof nous dit qu'il n'y a plus de respect. Mais 2 jours avant, il me traitait de pédé. Seulement il a toujours raison. Diplôme rime avec con. Devenu professeur, il ne se sent plus pissé. Maintenant, c'est un coup de fouet dans la vie. Ils ont tous les pouvoirs, un mot dans un dossier, et c'est dans la rue qu'on va coucher. Mais dès que ton père a du pognon, tout est rayé, le casier est vierge. Oui, Richard, tu as raison. L'éducation nationale fait-moi rire. Des inscriptions sur un Minitel, des études à 2 francs 23 la minute. Le soir à la radio, j'entends une fois de trop. Salut Doc, je ne sais pas à quelle fac aller, et je n'ai pas de Minitel. Chapitre 11. Et un jour, je monte dans le bus. De la super musique des temps modernes, la dance. Dans une foule d'hystériques, jouissant du plaisir d'entendre leur superbe voix, vous les avez reconnus, les Worlds Apart. Pendant tout le temps de la chanson, les filles se remémorent leur buste viril, leur façon sensuelle de se toucher, et bien sûr leur voix magique, tout sorti de l'ordinateur. J'oublie aussi leurs chansons si bien écrites, dans l'air du temps. Je suis désolé pour toi, Jean-Jacques, mais c'est fini. On a maintenant le privilège d'entendre Spice Girls, les potes de dire « Wow, comme elles sont bonnes !» Enfin, fini cette musique de taré. C'est ce que je croyais jusqu'à ce que, arrivé au lycée, je vois des copines se parler du dernier tube de To Be Free. Se sont inspirés de Shakespeare pour le nom de leur groupe. Humour de ceux qui se prétendent supérieurs à ce genre de faux artistes, ce qui n'est en fait guère mieux dans le pastiche et la contrefaçon. Toute la journée, dance par-ci, dance par-là. Au secours! Je vais prendre le bus. Rampant chez moi, écrasé par le poids de cet abrutissement de nos valeurs esthétiques, j'allume la radio et j'entends une fois de trop. Salut Doc, je suis une fan de Worlds Apart. Chapitre 12. Et un jour, je monte dans le bus où une femme pleure. Vu les habits, on comprend vite pourquoi. Seulement personne ne va la voir, sauf pour des déboires. Pour tout le monde, c'est une pute, mais utile certaines soirées. Moins motivant dans la matinée. J'y vais pour voir ce qu'elle a. Mère de 3 enfants et un mari ivrogne, suffit pour l'inciter à se faire femme de la nuit. Combien personne ne vient le jour? Sauf moi, et j'essaye de lui remonter le moral. Enfin, comment voulez-vous lui dire? Mais c'est rien, Pauline. Tu fais juste l'amour à 2 mecs dans la soirée, plus à ton mari quand il est bourré. Encore une aberration de la société. Puis le soir, j'allume la radio et j'entends une fois de trop. Salut, Doc. Je me prostitue. Chapitre 13. Et un jour, je monte dans le bus. La prostituée y est aussi. Les billets dans le corset, un homme à côté, ou plutôt un porc qui voudrait pouvoir en profiter. Vous voyez? Je vois enfin un homme intelligent qui le fait s'arrêter. Je vais le voir, le félicite, mais lui me répond. Cela aurait été mieux de m'aider, tu vois? Comme il a raison. Pauline me dit bonjour, en revenant de sa part. Le bus s'arrête au terminus, où l'autre obsédé recommence ses abus. Pas longtemps. Quand les keufs se ramènent, il fait l'innocent. Dégoûté pour la journée, je suis enfin heureux quand je rentre chez moi. Avant de m'endormir, écoutant ma radio, j'entends une fois de trop. Salut Doc, je viens de prendre mon pied avec une pute. Chapitre 14.
Et un jour, je monte dans le bus. Pauline n'est pas là. J'espère qu'elle ne soit pas morte au coin d'une rue. Mais le soir, elle m'apprend qu'elle a le sida. Elle n'a plus que des jours à passer dans l'inquiétude et le désespoir. Comment nourrir ses enfants? Je suis complètement démoralisé, et le soir à la radio, j'entends une fois de trop. « Salut Doc, j'ai baisé sans capote. Est-ce que je peux avoir le sida ?» Chapitre 15. Et un jour, je monte dans le bus. Pauline est complètement défoncée. Elle ne sait même plus où elle est. Un médicament dans les veines, et tu te crois au ciel. La douleur n'est plus la même. La maladie la tue à petit feu. L'héroïne, c'est son esprit qui s'envole peu à peu. Je lui dis bonjour, elle ne répond pas. Elle est dans son rêve. Elle ne croit plus en la vie. Elle ne veut que sa mort. Moi, je pense au dealer qui, profitant de son malheur, en dit 3, voire 4 grammes, en oubliant les enfants. Un dealer sans cœur, sauf pour lui-même. Cela rapporte plus qu'un chômage, et lui aussi a une famille. Dealer pour survivre, cela fait pitié. Mais c'est la société qui l'amène à ses extrémités. Ainsi tout le monde trouve son compte. Certains l'oublient et la mort, d'autres de l'argent pour améliorer leur sort. Entré chez moi, à la radio, j'entends une fois trop. « Salut Doc, je viens de me shooter. » Chapitre 16. Et un jour, je monte dans le bus. Hier soir, il a fait -10°C, et 10 clochards en Europe sont morts. En gros, hier soir, il a fait -10°C. Je repense alors à Claude. On dit que ces clochards sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu aller dans les centres d'accueil. Mais riez-vous dans ces centres. Avant, la société vous a renié. Maintenant de vous, elle a pitié. Par un beau soir d'hiver, vous donne des boîtes en fer. À Noël, une place mémorable dans le journal. Mais ce n'est pas de la philanthropie normale. Pour avoir bonne conscience, on sauve des vies. Quand le reste de l'année, on oublie. Alors cette société qui vous a exploité, autant la faire chier, la voler, ne rien lui demander. Après avoir volé une plaque de Galac, je fuis chez moi, où j'allume la radio et entends une fois de trop. « Salut Doc, t'as entendu? Il y a eu 2 morts en France cette nuit à cause du froid. » Chapitre 17. Et un jour, je monte dans le bus, quand une vieille se ramène et me dit de pousser mes pieds parce que je salis les accoudoirs. Elle, il y a 20 ans, c'est la société et la terre qu'elle a sali. On entend souvent les sages dire « Ah, les jeunes ne sont plus comme avant. » Ça, c'est sûr, nous ne sommes plus comme avant. Nous ne sommes plus des bœufs obéissants. Pratiquement tous les jeunes, nous trouvons ce que vous nous donnez comme écœurant. Vous, les sages, vous n'avez pas voulu écouter nos parents en 68, et vous avez développé la société de consommation. Vous êtes remplis les poches avant d'aller à la retraite, en exploitant tout, y compris la nature. Voilà pourquoi je vous crache à la gueule, les vieux. Vous n'êtes pas tous des sages. Faites croire qu'à votre époque, tout était rose. Oui, vous avez raison. Et après avoir volé les pétales, vous nous laissez les épines? Le pire, c'est que vous osez vous plaindre, alors que vous ne verrez même pas comment on pourra crever, alors que vous en avez profité. Pensant à cela, la vieille est allée se faire voir, et est restée debout,
comme elle a laissé de bouts de ficelle en héritage à mes parents. Et le soir, en allumant la radio, j'entends une fois de trop. Salut Doc. Je suis à la retraite et je trouve que les jeunes n'ont plus de respect. Chapitre 18. Je monte dans le bus. Ah non, je plaisante. Ils font la grève. C'est mon père qui m'amène. Sur ce, arrivé en cours, enfin on peut dire cela ainsi, tous nos profs sont absents. Le pire, c'est qu'ils prennent leurs pieds. En effet, aucun d'eux n'a dit s'ils faisaient la grève. Leur sadisme se réveille en pensant à nous qui nous faisons chier, car il faut attendre chaque cours pour voir si son professeur est là. Sinon, c'est 2 heures. Mais eux, ils ne peuvent rien dire à leurs élèves, si ce n'est « j'ai fait la grève », comme si cela ne s'était pas vu. Allez, mettez de l'huile sur le feu. Un de ces jours, les élèves, on devrait faire la même chose, ne rien dire et faire la grève. Enfin, 8 heures à ne rien foutre, et oui, ils ont tous organisé un complot, les bus et les profs. Et le soir, arrive chez moi. J'allume la radio et j'entends une fois de trop. Salut Doc, aujourd'hui, j'ai participé à la grève. Chapitre 19. Et un jour, la grève continue. C'est mon père qui décide alors de m'amener. Je me croyais alors dans un jeu vidéo. Le but du jeu, arriver le premier, et alors là, tous les coups sont permis. Queue de poisson, coups de klaxons intempestifs, freinages brutaux, passages à l'orange et puis même au rouge, doubler à droite, se faufiler entre 2 voitures, cartonner les piétons dont les flics y rapportent plus de points. Mon père, dans cette course contre la montre, arriva 10e. Le plus dur, après, c'est le 1500 steeple avec la rivière qu'imitent agréablement les automobilistes en roulant allègrement à 80 km/h dans le périphérique. La faute au code Rousseau. Il n'a qu'à dire que c'est à 80 km/h qu'il faut rouler en ville, comme ça personne ne serait en infraction. Le soir, indemne après de nombreux trajets, à la radio, j'entends une fois de trop. Salut Doc. J'ai eu il y a 2 jours un accident de la route. Chapitre 20. Et un jour, je remonte enfin dans le bus. Partout des gens qui se plaignent. Je repère rapidement 2 clans. Et je vais en écouter un. On l'appelle le clan des jamais contents. Et j'entends. Sérieusement, on a fait 2 jours de grève et on n'a rien eu, dit le conducteur à l'enseignant. On n'a pas réussi à l'obtenir notre retraite à 55 ans. Et pourquoi pas 100 balles et un Mars tant qu'on y est, je réponds. Cessez d'être insolent. C'est l'enseignant qui ressort. Je vais écouter de l'autre côté. C'est le clan des gens qui se plaignent, mais qui feraient la même chose s'ils étaient à la même place. Là, j'entends des phrases intelligentes. Vous avez vu ces conducteurs de bus ? Ils ont vu les conducteurs de camions. Ils ont entendu conducteurs et maintenant ils se prennent pour des martyrs. De toute façon, maintenant, il suffit que tu procures un service, que tu l'arrêtes, et c'est bon. On te donne tout ce que tu veux. Ouais, dans le public, pas dans le privé. Dans le privé, tu fais la grève. Allez, casse-toi, qu'on te dit. Tu te rebiffes, je te vire. Il y en a 3 millions qui cherchent un emploi. En tout cas, c'est bon dans le public. Ils ont trouvé le bon filon. Maintenant, les infirmiers veulent moins travailler, c'est facile. Ils laissent crever leurs malades et c'est bon. Après, on te passe la pommade, on t'augmente, on fait tout ce que tu veux. Exact. Prenons les enseignants. Mon fils, cette année, a son bac de français. Mais la prof, toutes les grèves, elle les fait. Même celle des charcutiers. En fait, son but, c'est pas enseigner. C'est la grève pour plus de temps, pour son café. De fil en aiguille, ces gens devenaient sympathiques et le soir, je les entends à la radio. Salut Doc, nous trouvons que les grèves, il y a eu de l'abus.
Chapitre 21. Et un jour, je monte dans le bus avec Pauline, chancelante, mourante. Mais personne n'appelle les keufs, ni d'ambulance. Elle ne peut plus servir, on la jette à la poubelle. L'overdose l'a tuée, elle ne voulait plus espérer. Son dealer l'a bien compris, lui. C'est une overdose de fric qu'il a eue. Là, dans le bus, des dizaines de tocards qui la regardent. Ces mêmes tocards qui en avaient profité. Ces tocards qui la maladie lui avait refourgué. Mais l'ambulance arrive tout de même et l'amène dans sa chambre de l'espoir. Le soir, arrivé chez moi, j'entends une fois de trop. « Salut Doc, je vois tous les jours devant le lycée un gars qui vend de la drogue. »« Tu devrais aller voir les keufs, » répond le Doc. C'est clair qu'on devrait le faire, et que moi, comme un con, je n'ai rien fait. Chapitre 26. Et un jour, les vacances sont finies. On reprend le bus. 2 mois plus tard, je vais à Reims. Un éditeur intéressé par mon recueil de poésie. 1 heure avant d'aller voir l'éditeur, je vois un immense cortège, celui du pape. Des milliers de fidèles et moi. Moi partagé entre 2 impressions. Je vois le pape sacré, un pape que rien ne peut toucher, un grand homme assurément, et je vois l'autre, le pape humain qui en rognant le préservatif se met à dos le monde. Mais comment voulez-vous l'accepter quand l'homme doit soi-disant respecter la vie et être fidèle? C'est des conneries ce que dit le pape et la religion. Pire encore, j'entends. La religion, c'est l'homme qui l'a inventée. M'arrive de croire ces paroles quand je vois ces centaines de religions sur terre qui amènent la guerre. Mais toutes ont un point commun. C'est qu'elles relatent l'histoire de l'homme et lui inculquent des valeurs. L'homme, en les reniant, renie son histoire. Et le soir, en allumant la radio, j'entends « Salut Doc, je suis contre la venue du pape en France. » Chapitre 23. Et le matin, je sors enfin de la voiture. Et après un petit déj, on va se baigner. Pendant qu'on se baigne, les politiciens nous foutent des merdes sur le dos. Des enseignants virés, des impôts augmentés. Un jour à la plage, je vois un politicien. Je crois qu'il s'appelle Jospin. Il prend un bain de soleil. Il pense aux législatives, aux paroles démagogiques qu'il pourrait nous dire. Je lui pose 2, 3 questions auxquelles les réponses sont baisse d'impôts, diminution du chômage. Si seulement il y croyait. En rentrant à la caravane, j'entends le Chirac faire des promesses. 98 n'est pas loin. À la radio, Robert se révolte contre l'Europe et Le Pen contre les Arabes. Une bande d'imbéciles qui font les lois d'un État t'envahissent nos médias. Et le soir, à la radio, j'entends une fois de trop. Salut Doc, je ne sais pas pour qui voter en 98. Vote blanc, tu ne peux pas faire mieux. Chapitre 24. Et un jour, l'amour m'entraîne dans une rue. Une fille mignonne, des yeux verts et des cheveux bruns. L'atmosphère romantique et la lune font le reste. C'est une passion dévorante qui s'installe entre elle et moi. On ne se quitte plus. La routine s'installe, baiser après baiser. Le soir, après qu'elle m'a quitté, j'entends une fois de trop. Salut Doc, j'ai trouvé le grand amour. Chapitre 25. Et le lendemain, je me retrouve seul.
Je n'ai jamais cru au grand amour. De plus, elle ne manque pas, cette mademoiselle Scott. Une Américaine. Sur la plage, cette Américaine a vu un beau gars de la Floride. C'est indubitable. Je ne faisais pas le poids en biceps. Pour cette demoiselle, toucher de bons muscles, c'est tout ce qui l'intéresse. Enfin, je devais être l'exception qui confirme la règle. Le soir, en allumant la radio, j'entends une fois de trop. « Salut Doc, j'ai trouvé un beau gars durant les vacances, grand, fort. » « Et que lui as-tu trouvé d'intéressant ?»« Je te l'ai dit, de beaux muscles. » Chapitre 26. Et un jour, les vacances sont finies. On reprend le bus. 2 mois plus tard, je vais à Reims. Un éditeur intéressé par mon recueil de poésie. 1 heure avant d'aller voir l'éditeur, je vois un immense cortège, celui du pape. Des milliers de fidèles et moi. Moi partagé entre 2 impressions. Je vois le pape sacré, un pape que rien ne peut toucher, un grand homme assurément, et je vois l'autre, le pape humain qui, en rognant le préservatif, se met à dos le monde. Mais comment voulez-vous l'accepter quand l'homme doit soi-disant respecter la vie et être fidèle ? C'est des conneries ce que dit le pape et la religion. Pire encore, j'entends. La religion, c'est l'homme qui l'a inventée. M'arrive de croire ces paroles quand je vois ces centaines de religions sur terre qui amènent la guerre. Mais toutes ont un point commun. C'est qu'elles relatent l'histoire de l'homme et lui inculquent des valeurs. L'homme, en les reniant, renie son histoire. Et le soir, en allumant la radio, j'entends « Salut Doc, je suis contre la venue du pape en France. » Chapitre 27. Et un jour, je monte dans le bus. 2 gars se battent. Ils n'ont pas la même religion. J'essaie de les arrêter alors que je suis tout seul. Et rien ne peut les empêcher de se battre car leurs dieux ne peuvent coexister. Plus loin dans le bus, j'entends « Tu vois, là, dit ». Et l'autre de dire « Je me fous de ce que peut dire Allah, je suis chrétien ». Et les débats bibliques sur le Coran et la Torah font rage. Des chrétiens criant après des musulmans après des juifs et des juifs après des chrétiens courent à travers le monde. En Bosnie, au Zaïre, les religions et surtout l'incompréhension font des milliers de guerres. Et le soir à la radio, j'entends une fois de trop. « Salut Doc, je suis musulman et le christianisme, je trouve que c'est de la connerie. » Chapitre 28. Tous les soirs, j'allume donc le fouillis radiographique. Un soir, j'écoute attentivement un dialogue avec le doc. « Salut doc, je suis d'Agen et je suis écœuré par tout ce qui se passe dans l'actualité, surtout avec les jeunes. »« Oui, tu as vu ce vieillard ? À cause de boules de neige, il a tué de petits enfants. Le pire, c'est qu'il aurait visé un portail. Enfin, viser un portail où des enfants passent, pitoyable. Ce qu'il y a d'énorme, ce sont ces réseaux pédophiles qui se développent. Abuser des enfants comme ça, bah! Oui, écœurant. T'as autre chose à dire ? Oui, je voudrais parler de cette série de meurtres dans les lycées. T'en penses quoi ? Je me demande comment ils font pour trouver ces armes aussi facilement. Ou plutôt, je considère coupables les vendeurs d'armes qui se moquent bien de voir ces meurtres tant qu'ils se font de l'argent et une société qui laisse faire, qui continue à avancer sans savoir où elle va aller. Exact. Bon, merci. Allez, au revoir et maintenant les Spice Girls. Chapitre 29. Et un jour, je monte dans le bus. Oh, un progrès.
il y a l'heure. Bon, l'arrêt arrive et je vais en cours Sciences Nat. On nous parle d'une expérience. Une souris aussi grosse qu'un rat après mutation génétique. Je connais certains hommes qui seraient heureux. Enfin, quel progrès cette génétique. Tel que, à Canal+, on nous parle de manipulation sur des légumes qui auraient été responsables des maladies de la vache folle. Progrès, progrès, progrès en médecine qui permettent tout, superbe, en technologie qui rendent des noms service, mais pas humainement. Et le soir à la radio, j'entends une fois de trop. Salut Doc, je veux être généticien. Encore un qui veut le meilleur des mondes. Chapitre 30. Et un jour, je monte dans le bus. Je réfléchis. En une année, j'ai vu des femmes battues et violées. Le racisme s'exprimait. Des capitalistes qui exploitaient. Des SDF couchant dans la rue. Mon ami Claude mourir. Une tôle, sale, jamais lavée. Et les gens dans cette prison, enfermés pour rien. Des gens déprimés. Des gens se battant sans savoir pourquoi. Une éducation nationale incompétente, des prostituées et des gens en abusant. Mon amie Pauline qui attrape le sida et se met à se droguer pour finalement mourir d'une overdose. Des gens se donnant bonne conscience en aidant les clochards pour Noël. Des vieux nous faire chier. Des profs et des conducteurs faisant pour n'importe quoi la grève. Des fous au volant, des bouchons. Des démagogues qui suppriment les bouchons. Une fille paumée, tant mieux, elle m'a quitté. Le pape, des gens organisant des débats sur la religion, beaucoup trop de pédophiles. La science se développait, mais je n'ai jamais rien fait. Salut Doc. J'étais homme, je veux être humain. J'espère ne plus être ce que je ne veux plus être. Cela part de là-haut, au top départ le très haut. Inspiration de la création. Au départ, peu d'espace, peu loquace, l'artiste n'a cure du peu de place. Illustre demeuré, à jamais, l'encrier invisible d'un rêve avoué. Limiter ignorance dogmatique, accepter la les croix imbéciles, Salvatore. Cela part de là-haut, au top départ le très haut. Inspiration de la création. J'aurais pu être provocateur et appeler ma deuxième partie « Allez vous faire foutre » comme réaction de colère. Désolé, je veux croire que tout le monde n'est pas à être tenu du marasme dans lequel semble parfois s'enfuir le monde. Alors je serai choquant par le fait de dévoiler des sentiments qui ne sont plus commerciaux. Voilà pourquoi mon titre sera « Je t'aime, papa ». Salut. Vous vous souvenez d'un jeune homme qui prenait le bus tous les matins à 7h18 ? C'est encore moi. Demain, enfin aujourd'hui, 3h08, je passe ma dernière épreuve du bac, la Sciences Nat. Que fais-je debout si tard ? J'écris ce que vous lisez. C'est mieux que de regarder le match Afrique du Sud-Danemark. Enfin, je le regarde en même temps. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est un grand événement. Mais pas pour tout le monde.
notamment pas pour Air France. De l'avis de certains, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. On vous dira, quand vous avez vu ces géants à l'air niais, vous avez vite compris que c'est une perte de temps qui coûte bien cher à la France. Les Français se reprocheraient presque le manque d'innovation, la gérontocratie gouvernant la France, le scepticisme face au modernisme, et dès qu'une goutte de fraîcheur veut essayer de s'emparer du pays, ils en gardent l'odeur nauséabonde du dégoût face à l'effort accompli. Cela vaut bien la peine de s'évertuer à changer les rituels d'ouverture d'une Coupe du Monde. On aurait mieux fait de faire envoler des colombes et d'organiser un concours de balles-trappes. Message personnel pour les chasseurs en ce 18 juin 1998, où l'Assemblée leur promet une période de chasse plus longue. Je trouve cela écœurant, surtout quand on sait que c'est juste un plaisir de riche. Question. Y a-t-il eu une nuit au mois d'août 1789 où les privilèges ont été abolis? C'est certain que cela aurait eu un succès fou. Néanmoins, même si je trouvais l'initiative intéressante, je ne me lasserai jamais d'entendre cette vieille femme. C'est une bonne idée, mais quel mauvais goût, parce que, à voix basse, c'est moche. Ou encore ce garçon qui disait, à cette allure, on n'y sera jamais avant minuit. Ils y étaient encore à minuit, mais cela je ne le sus que le surlendemain. Le spectacle des géants fut le mardi 9 juin, et le jeudi 11 juin, je devais aller passer le bac. On y revient au bac. Note. Si je l'ai, je le préciserai, et je vous demande de lire jusqu'à ce que vous trouviez le passage « J'ai le bac ». Je vous préviens, ce bouquin fait 3 tomes, et vous pourrez lire le bac au 3e. Enfin, je plaisante, parce que s'il y en a 3, cela sera un peu comme une œuvre d'art. Je ne saurais pas comment j'aurais fait. Je m'égare dans ce livre, comme dans mes horaires le 11 juin. En effet, j'arrive à 10 heures pour signer mon dossier, à 9h30. Alors, vu que je suis en retard, c'est le fait que le courage arrive un peu tardivement pendant la phase du réveil, provoquant un décalage dans l'horaire qui, par une relation de cause à effet, au bout de 3 fois, peut engendrer un vraiment tragique et malheureux événement qui, par un procédé de catalyse, peut occasionner un cataclysme qui peut entraîner un processus de réchauffement de la planète pouvant faire fondre le pôle Nord et donc causer une guerre avec les Inuits qui se révélerait être une catastrophe intersidérale qui nous mènerait tout droit à la décadence intergalactique et voyant tout ça, les petits martiens nous détruiraient. Cool! Je parle avec un ami qui s'appelle Brice. Il me dit qu'il regarda JFK, dont je dirai un mot plus tard, et qu'à la fin du film, il zappa sur TF1. Les géants étaient enfin arrivés. Ces gens allez-y qui conduisaient et ils n'avaient pas les gravillons de Paris. Enfin, moi, dès le début, cela m'était apparu d'une médiocrité flagrante. Souvenez-vous de l'Africain qui devait ouvrir les paupières en direct et on disait « Eh oui, dans quelques instants après la pub !» La pub. Entrez dans Orange. Le monde change. Ntamak montre sa fille et Marc l'essai. Oui, je sais, c'est un anachronisme. Les pâtes qui cuisent en moins de 2 minutes. Prenez le parfum qui citait une femme qui aime les hommes, qui aime les femmes, ou une femme aimant les femmes, qui aime les hommes, ou une femme aimant les femmes, qui aime les femmes, il te plaira. Adepte féminine du cunilingus, adepte masculin de la sodomie, adoptez le parfum qui réveillera vos fantasmes. Ce soir, Navarro. Ça y est, l'Africain est réveillé. Dommage, pendant les Rivoire et Carré, on a manqué le réveil de l'Africain. L'organisation était tellement anarchique que je préférais JFK, un film qui me fait ouvrir les yeux sur certaines réalités. « 13 juillet 1998, 2h01. Je reprends le stylo et je lis ce que j'ai écrit.
Qu'aurais-je dit sur JFK? Que le monde est dirigé par des tyrans violents? Non, ce jour je ne le dirai pas, et vous savez pourquoi. Je vais aller me coucher pour me réveiller en me disant « Hier, c'était exceptionnel ». 23 juillet 1998, 23 heures. Il y eut bien un jour où je me suis dit « Hier, c'était exceptionnel ». Mais en ce moment, c'est plus « Aujourd'hui, c'est un calvaire » et cela risque d'être demain sera l'enfer. Si vous vous demandez pourquoi, c'est du fait que vous croyez que je suis un petit jeune révolté, aux idées arrêtées, voulant protester contre une société complètement à côté de ce qu'elle doit représenter. Mais qui du même fait est un jeune bien planqué, aux parents qui peuvent assurer la vie d'un dandy, écrivant pour montrer qu'il vit. Eh oui, il doit montrer qu'il vit parce qu'il doit vivre pour deux. Lisez ceci et vous verrez si je suis le petit arriviste qui se voudrait artiste en se rebellant contre les dirigeants. Comment commencer mon récit pour arriver jusqu'à ici? Le plus simple serait de revenir au temps où je prenais mon bus à 7h18. Bien sûr, le récit était exagéré pour ce que j'avais à dire ou à me dire. Malheureusement, maintenant, je n'ai pas besoin d'hyperbole sur ma vie pour montrer combien notre pays est pourri. S'ils sont champions du monde de foot jusqu'en 2002, nous n'avons pas de champion du monde de la gestion de notre État. Même si on a pu m'endormir, maintenant que je me réveille, c'est pire, parce que je me rappelle combien j'ai pu souffrir en moins d'un an. En effet, quand on était à Panazol en 1997, mes parents voulaient déménager. Ils en ont eu l'occasion au mois de juin. On a déménagé. On dit au revoir aux amis, au revoir Richard, au revoir Alexis, au revoir les potes. On s'en va direction un coin paumé appelé Gore. On emmène tous les meubles dans un petit camion. Une petite mission impossible. On y arrive dans cette maison avec un grand amoncellement de saletés qui sont les vestiges d'une locataire passée. Mais pas de problème, nous assurent les propriétaires. Elle viendra chercher ses affaires en fin de semaine. Elle vint 2 semaines plus tard, nous laissant dans le bazar le plus éparse possible. Tout cela pour attendre qu'elle vienne chercher des cartons remplis de papier de bonbons et d'affaires pourries, lesquels elle brûla devant nos yeux horrifiés d'avoir attendu tout ce temps pour cela. Une seule chose m'amusa, l'hypocrisie des gens. Notre propriétaire, en effet, avait insulté son ex-locataire car elle abusait et nous informa de comment elle lui avait dit qu'elle ne lui rendrait pas sa caution, tandis que cette même propriétaire fit des révérences obséquieuses à son ex-locataire. En parlant de caution, je vais vous expliquer comment des gens du Nouveau Logis, en juin 1997, ont pu nous extorquer 6 500 francs de caution. Les faits. Une personne haut placée avec seulement 2 enfants devait occuper une maison que nous occupions avec, et mes parents, et mon frère, et ma sœur, et moi. Voici pourquoi une moquette tachée se voit immédiatement remplacée au lieu de nettoyer. Voilà pourquoi, après maints renseignements, nous apprenons aussi que ce qui fut fait pour 6 500 francs pouvait être fait pour 3 000 francs. À 3 500 francs de plus, on peut avoir de la moquette en or? Faites un compte. 6 500 moins 5 000 équivaut à 1 500 francs que nous devions encore au Nouveau Logis. Dette de 1 500 francs. Mais continuons les comptes. Comme quoi les ennuis n'arrivent jamais seuls parce que sur le loyer de 3 500 francs, nous n'avions plus que 900 francs d'appel. Quant à Panazol, sur un loyer de 2 500 francs, on aurait eu 1 000 francs. Eh oui, par mois, on payait 1 100 francs de plus de loyer pour une maison plus loin, avec plus de trajets et plus d'inconvénients. Cependant, la liste continue. Mois de juillet 1997. Lettre des ascédiques. Votre indemnité chômage, monsieur Ruiz, diminue encore.
Combien de fois un ministre au chômage a-t-il eu une lettre de même facture? 0 fois. On va dire, c'est normal qu'un chômeur soit payé moins à ne pas travailler. Ne devrait-il pas en être de même pour les ministres? Or, même quand on pourrait se dire cela ira mieux, eh bien non. Mon père travaillait avant dans une boîte de transport de colis, et à l'heure où on parlait des 35 heures, je peux vous dire que c'était 50 à 55 heures par semaine. Les ouvriers se diront, mais ils bossaient comme nous, et c'est normal. Mais non, c'est injuste, et on continuera à faire bosser 50 heures les gens sans pour autant les payer, quand bien même on ferait les 35 heures. C'est pourquoi mon père l'attaqua au prud'homme en 1997 pour réclamer ses heures supplémentaires. On nous annonce en juillet 97 que mon père a bien gagné le procès. Seulement, quand tu as la poisse, tu ne peux pas espérer avoir une bonne nouvelle uniquement. De ce fait, la grosse somme d'argent que devait l'ex-patron de mon père n'est qu'en litige, vu que ce cher patron a fait appel. Les procédures judiciaires continuent, et nos ennuis aussi, car la maison présentait quelques inconvénients. Dès lors, qui n'aime pas la campagne, et le doux bruit de la treilleuse, enclenché à 8 heures, la douce odeur du coq-mort dans ton jardin, encore une autre histoire à raconter, le goût agréable de l'eau boueuse du puits, après des pluies diluviennes, la vue superbe de vaches limousines posant de splendides bouses à côté du jardin, sans oublier le contact agréable avec une population croissante de mouches s'engouffrant avec une joie inénarrable dans le frais de votre frigo. Néanmoins, le contact était tout autant cordial avec l'ex-mari de l'ex-locataire exit expressément de cette maison au stade d'expérience. Qui n'apprécierait pas que l'ancien locataire laisse mourir ses poules sous la fenêtre de sa maison? Eh bien, je vais vous le dire, nous. Qui apprécierait aussi de le voir débarquer tous les jours? Une fois ses pommes de terre, une autre fois sa cage à poules. Enfin! Je pouvais le dire, cette maison me tapait sur les nerfs, et aussi à ma mère. Mon père, lui, s'habituait partout au contraire du fait de se faire engueuler parce qu'il n'avait pas de travail. Combien sont les couples dans cette situation à se crier dessus à cause du chômage? Dans un mariage, c'est la femme. Dans un autre, c'est le mari. Et là, c'était mon père qui ne trouvait pas d'emploi. Vous me direz, il ne cherchait pas. Car c'est ainsi que pensent les gens. Et même si vous vous sentez honteux face à ces vulgaires mots imprimés sur du papier glacé, vos sentiments le redeviendront tout autant quand vous aurez refermé ce livre. Pourquoi écrire, alors? Vous le saurez. Suite à ces querelles perpétuelles, nous décidâmes de partir loin des mouches, des poules et des chimpanzés venant gesticuler pour récupérer leur cage. Je pris le volant pour nous mener sur la côte méditerranéenne à Argelès-sur-Mer, espérant voir le feu d'artifice du 14 juillet. Arrivé là-bas, on apprend qu'il est prévu pour le lendemain. Il nous faut prendre une chambre d'hôtel. Mais connaissez-vous le prix? Mais que fais-tu des hôtels Ibis, Formule 1? J'en fais qu'il n'y a plus une chambre. Nous voici donc partis, notre joyeuse tribu vers le feu d'artifice de La Rochelle. Nous avions la bougeotte, et je pense que cela traduit un certain mal de vivre, un mal-être. Nous voulions oublier les problèmes, et voilà pourquoi nous allâmes à La Rochelle. Arrivé, on profite enfin de la mer, on pique-nique, et le soir, on part pour regarder le feu d'artifice. Là, une fille de 18 à 20 ans passe. Elle vend des chiens en ballon plastique. Sur ce, moi je lui demande si elle manipule tout aussi bien que ces chiens en plastique, et elle me répond qu'on pourrait bien voir plus tard, lorsque ma mère et mon père me demandent de rester avec eux. Donc, un petit conseil. Ne venez jamais voir le feu du 14 juillet à La Rochelle avec vos parents. Pourriez passer à côté de cette jolie vendeuse de chiens en ballon
Elle s'est peut-être recyclée, sans pouvoir l'approcher. Finalement, on se retrouve après le feu d'artifice de retour vers la maison. En 2 jours, plus de 1000 kilomètres, 1500 disputes, 1500 c'en était trop, mes parents de continuer à s'engueuler par leur fils interposé. Je vais être un arbitre distribuant les cartons rouges, mais quand il y avait hors-jeu, j'étais toujours à avoir le drapeau dans la chaussette. On ne peut pas être l'arbitre de touche de ses parents. Et toujours la même chose. Pourquoi tu ne trouves pas d'emploi? Et pourquoi tu ne retournes pas au travail? Ma mère était en congé maladie parce que maintenant, soit on n'a pas de travail, soit on est des esclaves modernes, ou bien, il y a une catégorie à part, fonctionnaires. Excluez bien des fonctions. C'est pour ça que ma mère restait à la maison, parce qu'on lui en faisait voir toute la journée. Dans un couloir de 100 mètres, la serpillière était une éponge. De cette façon, elle aurait pu faire les Jeux Olympiques dans la catégorie 100 mètres éponge. De cette façon, mon père ne comprenait pas ma mère, parce que n'ayant plus d'emploi, il avait oublié ce qu'était être maltraité, ou plutôt bien traité en esclave, et ma mère ne comprenait pas mon père, parce qu'ayant encore un emploi, elle avait oublié ce qu'était être mal payé, ou plutôt bien payé en chômeur. Un soir, suite à une dispute, mon père partit en me disant « Laisse-moi, je vais y aller ». Je ne suis pas où. Plutôt, je ne voulus pas savoir où. Le lendemain, n'ayant que peu dormi, j'allais chercher le courrier, une lettre de mon père. Il me disait « J'en ai assez, je ne sers à rien. J'ai toujours aimé ta mère, mais je suis un boulet. Et faites ce que vous voulez de moi. Donnez-moi à la science ou à une fosse commune. Moi, je vais rejoindre ma mère. » Je me suis précipité pour téléphoner aux policiers. Ils sont arrivés 20 minutes plus tard, me disant qu'il y avait un homme dans le jardin. Et cet homme, c'était mon père pleurant. Le gendarme allait le voir, s'approchait de lui demandait de se calmer, et mon père le menaçait d'un caillou. Le gendarme tenait son arme et disait que mon père ne savait pas qui il était. Mon père se calma. On appela les lanceurs d'eau qui devinrent séquesteurs impériaux. On sangla mon père sur un lit. On l'envoya au CHU se dessouler d'une trop grande dose de cachet. Après, ce fut Esquirol. Nous allâmes le voir alors que pour soigner mon père, on lui donnait des somnifères. Il put sortir finalement très rapidement, une semaine avant que mon père ait un entretien pour un CES. Nous avions trouvé, pendant qu'on le soignait, une nouvelle maison dans une cité pavillonnaire. Mon père va la voir et il est très enthousiasmé. La chance semble désormais nous sourire. Un emploi, une bonne maison. Puis l'entretien s'approche. Le climat familial et météorologique est agréable. Puis un vendredi matin, 3 jours avant d'aller voir le maire de Saint-Laurent-sur-Gorre, je joue à l'ordinateur. Puis je redescends. Demande à mon frère où est papa. Pas là, me répondit mon frère. Je sus lundi soir qu'il ne serait plus jamais là, qu'il s'était sans doute suicidé. Pourquoi? Cela je ne le saurais pas. Messieurs, dames, et je ne le saurai que bien plus tard, un soir quand Dieu en aura marre de me voir où je serai. C'est drôle la vie. Tu restes 13-14 ans à dormir. Et pourquoi tu dors? Parce que quand tu dors, tu rêves. Quand tu te réveilles, tu te souviens à peine de quoi tu rêvais. Tout d'un coup, on te sort du lit. On t'envoie dans la vie sans même t'offrir un café. Pourtant, tu es fatigué d'avoir tant dormi. Ainsi propulsé dans la réalité, tu cherches de quoi ont été faits tes rêves. Et qui, quoi, les a brodés de ses doigts de fée. D'aucuns ont mal dormi parce qu'ils ont mal rêvé. Et d'autres sont mal réveillés parce qu'ils ont trop bien rêvé.
Enfin d'autres rêvent mal, et on les réveille tout d'un coup si bien qu'ils croient qu'ils ont bien rêvé. Mais quand tu t'es levé, t'as toujours l'impression que tu aurais pu rester au lit encore 5 petites minutes. La vie aurait bien pu t'attendre. Seulement elle n'attend pas, encore moins que la mort. Il faut prendre le pas sur son propre sort. Le problème, c'est qu'il faudrait toujours avancer. Or, parfois, on se rendort, on rêve encore. Pour conséquence, les anciens rêves retrouvés, il y en a de nouveaux à chercher. L'homme arrive au bout du chemin fatigué. L'homme sage est celui qui peut se réveiller sans rien avoir oublié. L'homme suicidé, c'est l'homme qui en a marre de n'avoir jamais rêvé ou qui a rêvé de n'avoir fait que des cauchemars. Quand mon père s'était suicidé, je t'ai réveillé depuis longtemps, car je réalisais ce qu'il se passait. Cependant, après, j'ai eu l'impression de me remettre à rêver. C'est pour cela que je me suis remise à écrire. Et cette fois, ma vie, pour m'empêcher de dormir. Néanmoins, plus j'écris, plus je me demande si je comprendrai un jour. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai dit demain sera l'enfer. Parce qu'on doute. D'autant plus que les échecs se multiplièrent jusqu'à aujourd'hui, et je n'espère pas jusqu'à demain. Flashback dans le futur de mon passé. Vous comprenez bien qu'après la mort de mon père, la vie dut continuer. Nous devions déménager. Vous comprendrez fort bien que maintenant, mon père étant décédé, on ne voulait plus louer la maison que nous avions visitée. Heureusement, la petite amie de mon oncle, qui s'appelle Françoise, non pas mon oncle, c'est Richard, consentit à nous louer une maison qui était sur Rasé, où habitaient mes grands-parents maternels. La maison nécessitait quelques travaux. Mon grand-père fit ses travaux et nous abritait le temps qu'il les faisait. Je l'aidai un peu au début. Les sonneries du lycée me rappelèrent. Je découvris le bus de Raséo qui me menait à Limoges vers Limousin. Si vous avez lu ce que j'ai déjà écrit, sachez que c'était pure fiction. Enfin, sur certains points, non. Je descendis vers le Colisée pour aller vers Gay-Lussac, dans l'espoir de revoir de vieux amis, dont mon pote Richard, que j'avais malheureusement rencontré dans l'été suite à la tentative de suicide de mon père. Et pour améliorer le tout, il m'avait annoncé qu'il avait eu une crise cardiaque au mois de juillet. J'aurais pu perdre mon père et mon meilleur ami en un été. On va dire que je n'ai heureusement perdu que mon père. Enfin, il y en a qui n'ont pas de chance pendant quelque temps. Donc je revis mon ami et il me dit qu'il avait tout appris. En effet, il sut cela de la bouche de Pierre, mon ancien voisin, qui en a pris connaissance auprès de l'homme à la moquette en or qu'on avait rencontré une semaine après le décès de mon père. Le destin est drôle. Quand on réalise ce qu'est la vie, Dallas c'est à peine exagéré. Et donc les phrases habituelles. On ne peut pas demander d'être original. Richard me dit que Cécile s'était inquiétée pour moi. Je sais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Laissez-moi continuer. Je pose mes pions pour la suite de ma vie. Un livre, c'est un peu des échecs, des phrases, des mots sans sens qui attendent vers la fin pour s'éclairer. S'ils s'éclairent trop tôt, ce sont de mauvais livres. Enfin, il n'y a pas que cela, sinon la collection Harlequin serait des torrents de littérature. Je m'écarte du sujet de ma rentrée. Enfin, quand je vois mon année, je me serais bien écarté. Donc je remonte jusqu'à mon lycée par la rue du Clocher. Et j'attends tout seul, me grillant 2 ou 3 clopes. D'ailleurs, j'en ai un peu marre. À tout à l'heure. Le plus dur quand on finit comme cela, c'est de repartir et de relier le fait que je me sois fumé une cigarette pendant les flocons au fait que je m'en suis fumé 2 en attendant dans une cour de récréation déserte. Bien voilà
j'ai réussi parce que si la cour était déserte et que j'attendais, il faut nécessairement que quelqu'un arrive, et ce quelqu'un fut Wilfrid. J'ai compté mes malheurs de cet été parce que c'était le seul dans ce lycée avec lequel je me sens capable de me confier, et nécessairement on parla du décès de Lady Diana, puis de Mère Teresa. Comme quoi la mort des quelconques comptoie le temps de la mort des grands. Mais la mort de mon père n'aurait pas pu intéresser les infos en cette période. Vous savez, une rentrée comme cela, c'est toujours dur. On fait toujours des fiches avec le nom, la profession des parents, les problèmes quelconques. Je ne pouvais même plus inscrire chômeur. C'est dans ces périodes qu'on remarque d'autant plus que ce n'est pas une honte. Moi qui n'avais pas de problèmes à inscrire avant, je ne devais pas les inscrire. Un roman pour chaque fiche, cela m'aurait pris du temps. Le plus dur, c'est quand on voit les gens rire et qu'on se force à faire de même. C'est quand on entend les gens se plaindre et qu'on se force à les plaindre. C'est quand on sent le bonheur des vacances et qu'on se force à y croire. C'est quand on touche une fiche familiale et qu'on se force à la lire. C'est quand on goûte la quiche de sa grand-mère, spécialité de son père, et qu'on se force à la manger. C'est quand on vit qu'on se force à vouloir être heureux pour deux. C'est aussi le silence dans lequel on se tient. Le plus dur, c'est encore vivre avec les siens parce qu'il en manque un. Plus dur enfin, c'est voir tous les jours ses grands-parents alors qu'on ne les a quasiment pas vus pendant 17 ans parce qu'il y avait son père. Des fois, 15 jours d'une vie suffisent pour vous la gâcher. Moi j'ai été berger pendant que les travaux se faisaient et rien que cela suffit à se sentir mal. On ne se sent plus dépendant mais esclave. Le pire est d'avoir un grand-père qui vous le fait sentir. Un soir, je voulus une danette au chocolat, et mon grand-père de dire « Tu es une petite nature ou quoi? Tu ne peux pas prendre un yaourt nature ?» Autre soir, lors d'un reportage sur la guerre d'Algérie, « Vous les jeunes, ce qu'il vous faudrait pour vous mater un peu, c'est une guerre !» C'était tout le temps comme ça. Un ultime soir, rentrant du lycée, mon grand-père eut la bonne idée de crier sur mon frère parce qu'il s'était réveillé en retard. Il lui dit que c'était un paresseux, et tout d'un coup s'exclama « Ah, si j'étais ton père, je te mettrais une calotte !» C'en fut trop, et je partis l'injuriant, et ma grand-mère, qui n'avait rien entendu de la scène, arriva profitant du moment que je mettais mes chaussures pour essayer de me gifler, avec des yeux que je m'imaginais si méchants au point de la croire capable, si elle en avait eu la force, de me propulser dans l'escalier en colimaçon de la cave. Mais je réussis à partir, récupérant mon blouson et mon paquet de cigarettes, ne sachant rien de ce qui se tramait, pendant que je partais me détendre sur le stade de foot. Non, les flocons ne signifient pas à chaque fois que je suis parti me griller une cigarette. J'avais un peu faim. Attendez, on est le 22 août à 4 heures. C'est normal que pendant que j'écris, j'ai envie de manger un petit quelque chose. Désormais, je crois que je vais arrêter un peu de faire comprendre comment, où je crée, puisque, si je n'arrête pas, d'une part, des vocations d'écrivain pourraient s'arrêter brutalement, d'autre part, vous ne comprendrez certainement plus l'histoire qui est peut-être déjà très floue, ou qui l'est déjà pour moi. Pourquoi je continue? Si c'est flou, autant m'arrêter. Pourquoi pas? Ce n'est pas une mauvaise idée. Comme cela, j'essaye de faire éditer ce que j'ai écrit, je me relis et je tente de me comprendre. Après, je fais une deuxième partie, et tous ceux qui ont acheté la première partie achètent le deuxième tome, puis le troisième pour savoir si j'ai mon bac. À moins qu'ils se disent, il est un peu fou. Fou est un faible mot. Et on s'est fait avoir avec le premier tome. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne sais pas. Ce qu'il y a de marrant, c'est qu'au début, vous étiez demandé « Est-ce qu'il va dire ce qu'il se passe avec ses grands-parents ?» Et maintenant que j'en reparle, vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé avec eux et que vous allez tourner la page pour vous en souvenir.
profitez de ce petit conseil. Si vous relisez l'autre passage pour en revenir à notre histoire, évitez le passage que vous lisez. Pourriez être pris d'amnésie aiguë. Néanmoins, je viens de penser à quelque chose. Si vous vous souvenez du reste, cela doit être stressant de lire ça parce que tant que je ne reprends pas l'histoire, vous risquez toujours d'oublier. Ce serait bête d'en être arrivé ici pour reprendre comme les autres. Voyez, il y a des passages dans des livres qu'on aime bien lire 2 fois, mais celui-là, c'est un passage piège. Je crois avoir été le seul à le créer. Ah non, il y a aussi André Malraux dans La condition humaine, avec la pipe qui joue et le stress qui monte. Le problème, c'est que quand on fait comme cela, on se fait avoir à son propre piège. Et en me relisant, je n'arrive plus à écrire. C'est quand même bête d'oublier sa vie. Des fois, il vaut mieux oublier certaines choses. Donc je passe le bac. Ah mince, j'en suis où? Vous pouvez pas me dire? Au fait, quelle heure est-il? Faut que j'aille me coucher. Ah non, vu l'heure, je suis parti pour une nuit blanche. Attendez 2 secondes. Je vais lire parce que ce serait bête de sauter une histoire comme ça parce qu'on l'a oubliée. Enfin, même si ce n'est pas très intéressant. Donc, je tourne la page et je lis. Nanana, du tubi, nanana, du tubi, ça y est, d'accord. Ah, je vous ai fait le coup du passage piège. Et vous attendez pour l'histoire des grands-parents? Bah attendez. Ce qui aurait de marrant, ce serait de mettre 3 ou 4 feuilles blanches d'affilée. Je vais peut-être m'arrêter de jouer, sinon je ne réussirai plus à reprendre le fil du roman, si je ne l'ai jamais eu. Imaginez, je continue pendant 20 pages comme cela. Vous devenez fou. C'est psychosomatique. On parle de folie et on le devient. Là, il n'y aura pas de transition où je ne vais pas m'en sortir et vous non plus. Donc je suis au stade, en colère à mort contre mon grand-père qui depuis 15 jours m'ennuie très sérieusement. Dorénavant, pensez à ceux qui ont tout relu alors que j'ai fait un résumé très succinct mais suffisant. C'est quand même sadique de leur écrire cette phrase. Après m'être calmé, avouez que vous croyez que j'étais reparti. Je redescends et je vois ma mère qui charge toutes nos affaires dans la voiture. On part dans la maison à Françoise, après une querelle dont jamais personne de la famille n'entendit parler, je suppose, mais dont tous les voisins entendirent les cris, je présume. Le lendemain, je changeai d'arrêt de bus, parlai à mon ami Richard qui m'avoua « Les imbéciles sont partout ». Je vécus donc une année dans mon coin perdu jusqu'à ce jour où je reviens à mon récit. Cette année fut pleine de rebondissements. Disputes avec les grands-parents, discussions philosophiques, cours et autres choses. Le bac que je n'ai malheureusement pas eu. Oui, j'ai enfin avoué la vérité. Alors, si vous voulez, cela fait 2 semaines que j'ai repris les cours. Cela marche relativement bien pour ce qu'il en est des cours, mais point de vue sentimental, ils n'ont pas casé l'horaire. Calme plat depuis 1 an et des échecs immémoriaux que je vais vous conter dans le but que vous sachiez ce qu'il ne faut pas faire. Cela faisait depuis 2 mois que mon père était décédé et j'avais besoin d'une épaule pour m'appuyer. Même si je pus en parler grâce à certains amis, ce n'était pas le doux sourire d'une fille que tu aimes et qui te réconforte. Les jours après avoir quitté mes grands-parents, une fille vint s'asseoir à côté de moi. Je sais, on peut croire que je commence à écrire du harlequin. Nous engageâmes la discussion. J'appris qu'elle était à Limousin comme moi. Nous prîmes le ensemble quelquefois, nous nous entendions bien. Je lui aurais dédié tout un roman à cette Stéphanie, si je n'avais eu d'autres choses à faire avant, voire fin.
2 septembre 1999. Plus je lui parlais, plus elle m'adressait sourire, plus une étincelle s'allumait dans mes yeux, plus je croyais que je pourrais en allumer une dans les siens. C'est pourquoi, un matin, prenant mon courage à deux mains, qui n'est pas grand quand il s'agit de faire des pas amoureux, j'allais la voir et ainsi je commence. « Bonjour Stéphanie, aurais-tu une cigarette ?» Voilà à quoi cela vous mène d'être courageux. « Bien sûr. »« Merci, » répondis-je en me disant si la réponse avait pu être la même pour une autre question. Finalement, la voyant partir, je l'appelle et ne trouve de mieux à lui dire que « Stéphanie, me supporterais-tu comme petit copain ?» La réponse fut non, car elle sortait d'une expliquée avec un gars. Avez-vous déjà entendu une phrase aussi minable? J'en écris des âneries, mais je n'en ai jamais dit d'aussi nul. Quoique... Pour preuve que ce n'était pas du Shakespeare, un ami avec qui j'en parlais ne voulut pas croire que j'avais demandé ainsi à cette fille de sortir avec moi. Moi-même, je n'ose pas y croire. Donc je me retrouvais seul. Enfin, j'étais en cœur seul dans une masse de couples qui se font et se défont et qui pour moi ne se fondaient pas. Disons que cela évite de rester de glace devant une jolie fille qui passe, et, vous vous en doutez, une fille passa. Et cette fille fut donc la Cécile dont je vous ai parlé. Je remarquai chez elle un charme que je n'avais pas vu jusqu'alors. Nous allâmes à Saint-Martial un jour pendant les vacances de la Toussaint avec mon ami Richard, sa petite amie Marie et un autre ami Alexis. En un après-midi, j'appris deux choses de Richard. J'étais en concurrence avec Alexis, et j'aurais dû y penser plus tôt, car j'aurais eu alors peut-être quelque chance. Je me décidai dès lors à parler à Cécile, et un matin, je pus me retrouver seul avec elle. Je fis 2 à 3 minutes de et elle me répondit, j'ai compris. Mais pourquoi serais-tu mieux que ceux que Richard m'a déjà présentés? En un mois, l'une m'envoya paître, l'autre garder mes moutons, de quoi devenir chèvre ou berger suivant le cas. Après, quand il y avait quelqu'une que j'aimais bien, je me retrouvais bloqué par une peur de l'échec qui redevenait présente en moi. Après avoir loupé mon bac, il y eut donc les vacances, les jolies filles bronzées jouant au volley avec des jeunes hommes musclés portant de tout petits bikinis, les filles bronzées, pas les jeunes hommes musclés, mettant en valeur leurs belles jambes galbées et leurs poitrines rehaussées, qu'elles vont mouiller dans les eaux d'un lac pollué. Je fus incapable d'en aborder une seule, tellement la peur de la désillusion était grande. Voilà la leçon, si vous voulez rester célibataire longtemps. Restez dans votre coin en regardant passer les occasions au loin. Pendant les vacances, je dus me rendre en ville pour faire des papiers. Je rencontrai un homme errant à la recherche de la dignité. Nous fîmes connaissance, et il espérait trouver l'argent nécessaire pour s'acheter une nouvelle guitare afin de continuer sa triste quête. Une fille que je connaissais de Limousin, Virginie, vint nous rejoindre et nous écrivîmes une ballade sur les enfants pris dans les tourments de la mort. Un autre jour de vacances, je revins dans ce coin et l'homme avait repris sa route. J'allai voir Virginie qui vendait des bonbons en face du lieu de création pour la ballade et de fil en aiguille, j'appris que son petit ami avait eu 363 points. Dommage. Et combien furent-elles à me conter les exploits de leurs petits amis? Autant que d'étoiles dans le ciel, car chacune avait son éclat propre. Mais même si actuellement je suis toujours seul, il n'y a qu'un je t'aime que je regrette de n'avoir pas pu dire. Un je t'aime que la société m'a volé. Celui-ci de je t'aime que je ne peux plus dire qu'à un mort. Ce je t'aime que je ne peux plus coucher que sur une feuille de papier glacée, car je n'ai pu le glisser avant que son corps couché soit glacé. Un je t'aime qui n'a pas pu appartenir au passé, qui se conjuguera au futur avec toujours, car c'est l'hommage éternel que je veux lui laisser. Un je t'aime lu par des inconnus pour qu'il soit témoin d'une société incongrue. Ce je t'aime dont on ne se moquera plus.
Un je t'aime écrit dans une rue couvert par le bruit d'une ville qui n'en peut plus et laissera ce soir ses verrues dormir sur le trottoir de cette même rue. Ici, même si en criant on ne m'entendra pas à pas j'écrirai cette lettre-là. Et si vous ne m'entendez pas, vous qui n'y avez pas droit, vous les lirez ces 4 mots-là, inscrits déjà en bas d'une page que rien ne raturera, ni même la censure, ni même mon écriture. Je les symboliserai comme pour dire il exista, comme un « je t'aime, papa ». Livre 3. Remplissage ou en attendant le terminus. Bonjour. Je sais, c'est lourd, sans aucun style. Au moins commencer mes chapitres sur de la politesse me permet d'ironiser sur toutes ces fausses marques de respect que je connais si bien par le fait d'avoir été militaire pendant la pause littéraire, que vous ne subissez peut-être que par un changement dans ma façon d'écrire. Cela fait plus de 2 ans que j'ai écrit la dernière phrase de ma 2e partie. Je vous avais dit qu'il y aurait 3 tomes. Il y aura à minima 3 actes pour mon monologue. C'est bizarre, le fait que, quand vous le lirez, vous n'aurez aucune conscience du temps qu'il a fallu pour que ce livre arrive un jour à la fin. Étrange que vous ne puissiez que vous imprégner d'une idée de durée sans vraiment la sentir. Je ne me prétends pas artiste, mais pour créer, j'ai vécu comme tout le monde. Ce qui me différencie, c'est le temps que je passe sur mon clavier. Maintenant, je peux vous dire ce qui me pousse à faire ce dernier morceau. Comptez le nombre de pages que représentent mes 2 premières parties, et vous comprendrez que je ne pouvais pas en faire un roman. Alors, vous faites du remplissage, me direz-vous? Non. Enfin, si. Je fais des pages où je veux exprimer de nouveaux coups de rage, de nouvelles idées et des découvertes. J'ai le mérite d'être franc quant au but de ces mots, alors que les gens ne le sont pas quant à leur vie. En effet, ne nous inventons-nous pas un but? Ne disons-nous pas je suis vendeur, ouvrier ou diplomate, ou ce que vous voulez, alors que nous faisons du remplissage. Que vous soyez aux chiottes ou au boulot, vous avez la même productivité. Nous sommes là, il faut faire quelque chose pour passer le temps, et depuis que l'on a les machines, nous nous dirigeons vers la société de loisirs. Y aura-t-il une machine pour écrire mes livres à ma place, ou un robot réalisateur pour faire les films que je regarde? Quand pourrais-je voir des pinceaux s'agiter au bout de doigts sans chaleur, sans émotion, toutefois faisant de l'art qu'on peut vendre? Regardez une émission comme Loft Story, où le seul artiste est l'agent de maintenance des caméras, le seul comique, la grosse voix. À l'instant où je vois les images internet de Loana et Jean-Édouard, je me dis que quand je prenais le bus virtuellement à 7h18 et parlais de technologie, j'étais loin de la réalité qu'aujourd'hui on vit. Alors, qu'ai-je fait, moi, le critique de toute la planète, l'homme qui n'aime rien, peut-être direz-vous? Je vous rassure, rien de plus que mes remplissages journaliers. De quoi furent-ils constitués? La 2e partie, j'ai fait ma 2e année de terminale. Je voyais mes amis et travaillais tranquillement mon bac. Depuis le temps, l'ai-je enfin eu? Oui, j'ai eu un diplôme pour continuer en paix d'ajouter des minutes à ma vie. Je me souviens des cris de joie face à l'importance de la délivrance d'un vulgaire bout de papier à représenter avec un autre chiffon ton CV.
tous ces jeunes dupés à chaque fois que leurs noms étaient imprimés, oubliaient que l'essentiel est l'être que tu es, alors que la société se base sur la collection de posters à encadrer avant même que d'essayer de te connaître. Je me rappelle de l'incompétence de certains professeurs pour nous enseigner et des remarques adressées au rectorat qui ne pouvaient avoir comme réponse que le monsieur incriminé était professeur. Même si j'appréciais cet homme pour son côté bon enfant et un peu fou, donc la personne, il n'en demeurait pas moins incapable à l'enseignement. Ce que fit le rectorat, ce fut s'appuyer sur les cadres de ses posters pour juger qu'il était apte à nous enseigner les mathématiques en se cachant derrière les battants des tableaux à 3 parties, pendant que moi caché, je me jugeais apte à commencer mon tableau combattant en 3 parties. En effet, à quoi bon suivre un cours où les mathématiques deviennent rhétoriques et non scientifiques, quand à la fin de l'année on ne nous demandera pas la philosophie du professeur de mathématiques qui raconte sa vie, mais celle de Kant ou de Nietzsche, et on nous demandera les mathématiques de Pythagore ou Thalès. Je vous expliquerai juste, pour que vous compreniez mieux, et pour qu'on puisse rigoler un peu, comment les cours se passaient avec différents professeurs durant ma scolarité, pour continuer le remplissage de ce livre et de ma vie, pour occuper quelques heures devant mon clavier, pour vous occuper quelque temps, si vous vous décidiez à atteindre la fin de mon livre, et pour faire comme chez le psychanalyste. Je voudrais commencer par mon instituteur au CM2. Pourquoi pas le CP? J'ai du mal à m'en souvenir. Peut-être devrais-je aller voir Lacan. Un jour, il vint voir mon casier, virgule, le vide désordonné, virgule, décida de le renverser, virgule, et moi de le ranger comme il me l'avait laissé, point. Sur ces faits, je me fais gronder, en langage que j'avais à l'époque. Et il me dit qu'il saura me mater, lui ou d'autres dans la société, point. Constater s'il y arrivait lui ou d'autres par le passé, point final. Là, j'ai un trou. Je ne sais plus de quoi vous parler. Pourtant, j'en ai des choses à raconter. Entre l'éducation nationale qui m'a abreuvé de ses paroles pendant près de 10 ans, le travail qui m'a détourné de la création pour de l'argent, et l'armée bouée de sauvetage pour ce même argent, mais une armée qui était le dernier endroit où aller pour moi. Toujours cette même question. Par où commencer? Puis-je vraiment être honnête et parler de tout ce qui s'est passé? Ou dois-je dire la vérité tout en ne disant que ce que je veux que vous lisiez? De toute façon, vous ne saurez jamais si j'omets certains passages, et personne ne devrait aller fouiller dans mon passé pour salir ce que j'écris, même si j'ai peur que les gens, malgré cette lecture, demanderont à savoir, et des gens leur vendront ce que je ne veux pas céder ma part d'intimité. Je sais, j'écris ma vie, mais n'ai-je pas droit comme tout être à mon jardin secret, et c'est un peu pour me protéger que j'écris ce passage. Aux requins, je demande de rester où ils sont dans leur aquarium Paris Match ou Figaro, et de me permettre d'écrire la part de ma vie qu'il me convient de dévoiler, dans la mesure où je ne mens pas sur celle-ci, et je ne mentirai pas sur celle-ci, car je dis le mal que je fais, et j'écris les événements tels qu'ils se sont passés. Alors, si ce livre doit être édité, ne criez pas à la diffamation, car je reconnais mes fautes et montre celles des autres. Message pour l'éducation nationale, l'armée et autres. Ceci s'est réellement passé. Commençons par mes années de collège. Après ne pas avoir rangé mon casier au CM2, je suis malgré tout passé en 6e, comme tous les petits élèves modèles qui font bien leurs devoirs. Je jouais avec mes amis à faire rebondir une balle de tennis sur un mur. Étant donné que je n'étais pas très doué, j'étais toujours éliminé, le vilain petit canard en sorte. Mes parties étaient très courtes, comme j'avais de graves problèmes psychomoteurs, du mal à découvrir mes mains, un peu comme mon professeur de technologie,
qui ne cessait de trembler du fait de son âge en écrivant au tableau. Comme je vous le disais, il était professeur, et moi élève. Quand il me colla pour un motif que lui seul connaît, car je n'ai toujours pas compris, ce fut moi qui reçus une correction. On faisait œuvre de charité en le gardant professeur. Vu son importance, on attendait sa retraite sans rien dire. Quand le conseiller principal entra une fois dans sa classe, je le vis enfin sortir de son siège, lequel il quittait rarement, pour aller nous affubler de quelques mots péniblement écrits en quelques minutes, ce qui est long pour 5 mots. Voilà les gens qui nous instruisent et qui vous ont instruits. Tout continue. Remplissons les collèges des mêmes gens dont déjà nos parents se plaignaient. Heureusement, j'ai aussi le souvenir d'une professeure de français qui nous demanda d'écrire un poème et me fit me sortir mes premiers mots d'écrivant. Je remercie cette dame qui m'a amené vers cette passion. À côté, il y a aussi des professeurs qui offrent des chewing-gums pour une bonne réponse. Très sympa. D'autres, entendant un avion, se mettent sous une table en criant « C'est le débarquement !» Certains te laissent debout jusqu'à ce qu'ils aient dit « assis ». Pour les nostalgiques de cette époque, vu les cas que j'ai présentés, certains n'auraient même pas mérité ce sacrifice de mes jambes, car en vertu de quoi doit-on se lever pour saluer la haute autorité d'un homme? Je salue l'intelligence, la bravoure, la générosité. Je salue Malraux au travers de son personnage Cato et Coluche, mais pas une autorité parce qu'elle est autorité. J'en ai vu des bizarres qui se disaient peut-être la même chose de moi. Or les fois où nos pauvres parents nous laissent vraiment parmi des fous. On ne peut rien y faire tant qu'on n'écoutera pas les élèves, tant qu'on tuera dans l'œuvre toute forme de création, sous prétexte que ce n'est pas ce qui est demandé, faisant pour réaction des choses fades, qu'on mettra dans nos poubelles, la scolarité finie. Seulement, ce qui serait dur, ce serait de trouver le juste milieu. Les élèves abuseraient encore plus qu'ils ne le font déjà, et les bons professeurs auraient du mal. Tout ce que je peux dire, c'est que malgré tout on accède à un niveau de connaissance auquel d'autres enfants n'auront pas la chance de parvenir. De ce constat, il ne s'agit pas de trouver une raison pour ne pas tenter de faire une amélioration du système, où le professeur a bien trop souvent raison, même s'il a tort. On demande plus quand il y a déjà, mais tout de même, plus de dialogue. Ce ne serait pas mal. J'aurais peut-être dû prendre des notes face à toutes les aberrations rencontrées au lycée, quant à mon comportement et à celui de ceux qui devaient m'enseigner. J'ai 2 ou 3 anecdotes qui me font du bien à raconter. Un livre est toujours une forme de psychanalyse. S'il peut me libérer de certains démons, pourquoi pas écrire? Ensuite, du collège, j'ai d'abord été dans un lycée technique en 1996, où j'ai rencontré mon Moriarty, incarné dans la forme d'un professeur d'allemand qui réussissait à me virer 5 fois de la même séance de cours. Le dessin technique n'étant pas mon fort, je rejoins Limousin en 1997. J'ai retrouvé en première ce professeur d'allemand et le fou mathématique. J'ai arrêté l'allemand, ayant eu des différends sur un sac en carton, entre autres. Il demanda en le secouant ce que c'était. Le trouvant ridicule, je lui répondis sa maison. Un autre ami lui répondit la même chose après que je fus remercié du cours. Je réussis même à rester exactement 9 secondes en cours. Il est certain que j'aurais dû prendre des notes pour mieux raconter ces faits. Cependant, nul besoin de notes pour Monsieur Batt, tel il s'était plu à l'écrire sur le tableau en désignant un point. Décrivant le scepticisme, il s'était caché derrière un tableau pour nous montrer que nos sens nous trompaient, car cachés, personne ne le voyait.
Voici le lycée avec son cocktail de fous, de trajets en bus, d'amis et de cons qui peuvent se retrouver parfois inversés, de déceptions, de souvenirs et de trous de mémoire. Concernant les trous de mémoire, excusez-moi le manque d'objectivité. Je suis homme et il est trop dur d'être rabelaisien. Après, j'ai travaillé dans le cochon Madrange. M'énerve cette loi, je n'ai pas le droit de faire de la pub, mais j'en fais quand même sans dire le nom. La vinaigrerie de Louis, et je me suis engagé à l'armée. J'ai raté ma vocation. Je ne suis pas pour les soldats de plomb qui, en ce 18 juillet 2001, nouveau millénaire, tuent en Algérie, centre explose, néologisme intéressant, parmi Israéliens et Palestiniens, posent encore des mines où des enfants perdront à la marelle leurs jambes à défaut de se demander ce qu'il y aura au bout. Je m'étais perdu, mais je suis heureux de me retrouver neuf et à la fois vieux, par le désespoir que m'engendre cette violence dont semble avoir besoin l'homme. Ce goût du sang, de la haine, me fait écrire, c'est moche. Mais je ne peux croire qu'on doive s'endormir sans un soupçon d'utopie, de rêve. Malheureusement, parfois, les prophètes de ces rêves meurent à cause d'un rêve unique de domination exprimé par un autre homme. Le rêve. Est-ce de la folie ou de la fainéantise pour notre société où l'argent se gagne à la sueur des autres? Alors je préfère écouter la voix de ce Moala nez percé, plutôt que celle de Knight, pour m'endormir. Cette voix naïve, en quête de compréhension, remplie d'amour pour la nature et son peuple, m'apaise quand strident les voitures de Calvé, remplies de technologie, se moquant des gaz à effet de serre et profitant d'un sud exploité pour nos besoins, pour que parle la voix remplie de cupidité et de mépris face aux autres peuples d'un retraité milliardaire américain qui offrira de la respectabilité par coup de dons aux universités, qui enseigneront à son fils afin qu'il reprenne l'esclavage familial. Dès lors, écoutons ce Moala et ses paroles loin de notre temps. Les jeunes gens ne s'engageront jamais dans la voie du travail, car ceux qui s'y engagent ne peuvent rêver. Or, la sagesse vient de nos rêves. Vous nous demandez de labourer notre terre. Irions-nous avec un couteau ouvrir la poitrine de notre mère? Irions-nous creuser sous la chair de notre mère pour y prendre ses os? Vous nous demandez encore de couper l'herbe pour en faire du fourrage, afin de le revendre et de devenir riches comme l'homme blanc. Mais comment oserions-nous couper les cheveux de notre mère? N'avons-nous pas déjà fait tout cela? Que vais-je donc faire maintenant que je vais bientôt terminer de remplir ce livre? Vais-je arrêter ces mots au mot terminus qui conclura ce livre ou en ferai-je d'autres? Je ne pense pas vivre à la Smoala, car je ne sais pas si je trouverai beaucoup de copains indiens pour jouer. Je voudrais bien améliorer la vie des gens, mais ayant montré la situation de notre façon de vivre, je suis en mesure de dire que si le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors le bonheur des autres fait le malheur des uns. Il vaut mieux donc voir son bonheur côtoyer celui des siens. Seul celui de ceux que j'aime est important. Malgré tout, toujours se battre pour un monde plus juste, au cas où. Puis, peut-être faudra-t-il que je n'en dise pas trop si je ne veux pas mourir pour des idées, C.F. Coluche. Bon, c'est trop tard. C'est déjà fait à l'heure où vous finissez ce livre. Oui, bon, désolé. J'arrive au jour où je décide d'en avoir suffisamment dit pour finir ce livre en vous livrant mes désirs et l'espoir pour l'avenir. En attendant, jusqu'à l'arrêt du bus, du remplissage. Combien de fois ai-je pu refaire cette dernière page? Ces trois textes m'apparaissent si proches et si lointains. Longtemps j'ai gardé ce texte bourré de coquilles et de fautes d'orthographe, avisé de le ressaisir, car j'avais perdu la sauvegarde électronique.
Longtemps je l'ai gardé dans un tiroir. Et lors qu'il fut bien poussiéreux, je pris le temps de le ressaisir. Là, il me revenait le jeune que j'avais été à les écrire. Ce texte était ce moi. J'aurais pu corriger bien des formulations, en rajouter. Il s'agissait surtout de saisir un bilan. J'avais écrit les états d'âme d'un jeune de 20 ans dans les années 2000. Souvent de folles espoirs ou de folles visions prirent forme en vieillissant. Aujourd'hui, 25 août 2019, un magasin Auchan proposait une ouverture entièrement automatisée. Mes machines prennent forme. J'ai eu l'info de James Cameron. Alors voilà pourquoi ce léger voyage dans le temps. Voir ce que pouvait voir et penser un jeune qui a 20 ans dans les années 2000. Quand j'ai fini ce livre, je dressais un plan d'écrire encore plus tard. Et je m'étonne aujourd'hui de la même escroquerie crasse de nos politiciens et du vécu rejoignant le fictif. J'avais écrit cette dernière page évoquée plus tard, dont je n'ai jamais retrouvé l'exemplaire. Cependant, je me souviens d'y avoir inscrit de poursuivre bon nombre d'écritures, même si toutes ne pouvaient pas être reçues de la même manière. J'ai réécrit cette nouvelle dernière page en donnant la teneur de l'ancienne, qui était de continuer de s'amuser avec les mots. J'ai donc poursuivi l'écriture, puisque ceux-ci de nos politiciens ne cessèrent pas leur magouille. Dans la rédaction du recueil de poésie, les 45 manquantes, et la pièce des silences qui en disent long. Je ne peux pas prétendre à une grande production. Néanmoins, les machines ne m'auront pas, aussi peu que l'argumentaire d'un politicien. Heureusement que j'ai de la suite dans les idées. Maintenant, 39 ans. Il reste à remplir mon programme jusqu'au terminus, comme enregistrer ce livre en livre audio l'année de mes 40 ans.